Deuxième partie de ce module, on va faire un point sur la classification classique. Alors là, j'attire vraiment votre attention parce que c'est doublement piégeux. Premier point, c'est peut-être la classification que l'on vous a apprise lors de votre parcours scolaire. Donc c'est très difficile quand même de s'extraire de cet apprentissage pour, au jour d'aujourd'hui, faire l'apprentissage de la classification moderne phylogénétique, celle qui est scientifiquement exacte. Deuxième difficulté, c'est la classification qu'on va utiliser dans le langage commun. Mais ce n'est pas la classification qu'on gardera in fine. Donc, quelques petits éléments. C'est un classement scientifique des espèces, de toutes les espèces, animaux, champignons, micro-organismes. Elle est internationale. Et on voit que, voilà, ça a été, on parle également de classification linéenne, elle a été construite à partir des années 1730. Donc, elle est née d'observations minutieuses des ressemblances des différentes espèces. Donc, on va ranger les espèces qui se ressemblent dans un même groupe, on va parler de groupe emboîté. Donc, les différents étages de cette classification. Alors, on va faire l'ensemble. Les mots règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre. C'était les 7 niveaux de classification que Linné avait souhaité, simplement parce qu'il trouvait ça harmonieux. Donc, il n'y avait même pas de raison scientifique d'avoir 7 étages de classification. C'était simplement joli aux yeux de Linné. Donc, le premier étage de la classification, c'est le règne. Donc on peut dire étage ou on peut dire taxon si on veut être exact. Donc les règnes sont au nombre de 5. Le règne animal, le règne végétal, les champignons, les protistes. Alors là on va s'arrêter un peu. Ce sont les êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule. On parlera d'espèces unicellulaires. On en parle maintenant, c'est déjà très critiqué par les scientifiques, ça, ce groupe de protistes. Et enfin, les prokaryotes, ce sont les êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule, mais sur lesquels on n'observe pas de noyau. Il y a du matériel génétique, de l'ADN à l'intérieur, mais pas d'organites cellulaires tel qu'un noyau. Donc là, on était au règne, on va descendre encore. Nous avons ensuite, dans les règnes, l'embranchement. Alors là, je ne vais pas vous faire tous les embranchements pour tout le monde vivant, sinon ça nous prendrait des heures. Donc je vais me concentrer sur les animaux. Dans les embranchements, on va voir les spongiaires, c'est la classe des éponges, les cnidaires, animaux marins avec des tentacules qui sont venimeux, c'est le cas de la méduse, des anémones, les mollusques, corps mous, généralement protégés par une coquille, on va y trouver l'escargot, l'huître ou encore le calmar, les annélides ou les vers qui ont un corps mou formé d'anneaux, c'est le cas par exemple du lombric. Dans les arthropodes, c'est présence d'articulation et d'un squelette externe qu'on va appeler cuticule. Dans cet ordre, on trouvera les araignées, les crabes, les insectes ou encore les mille-pattes. Échidodermes, donc ce sont des animaux qui possèdent un centre de symétrie et qui ont un squelette formé de plaques sous la peau. C'est le cas des oursins, des étoiles de mer. On peut rajouter également là qu'ils ont une symétrie qu'on appelle pentaradiée, c'est-à-dire une symétrie d'ordre 5. Pour vous représenter ça, voyez l'étoile de mer. Et enfin, les chordés qui disposent d'un système nerveux dorsal, c'est-à-dire qui se trouve dans le dos au-dessus de l'estomac, ce qui est le cas de tous les animaux qui ont une épine dorsale comme l'homme. Alors souvent on utilise le terme de vertébré, mais c'est vrai que le terme de cordé serait scientifiquement plus exact. Ensuite, après les embranchements, nous avons les classes. Donc si je me concentre là encore sur les cordés pour ne pas avoir à faire trop de détails, on va trouver les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc les caractéristiques un peu de chaque classe. Pour les poissons, vertébrés aquatiques avec branchies et nageoires. Amphibiens, vertébrés tétrapodes, donc 4 pattes. Non amniotes. Alors non amniotes, c'est-à-dire qu'on a une absence d'amnios ou de sac amniotique. Sac amniotique, je vous rappelle, c'est la poche dans laquelle va se trouver chez l'être humain le nouveau-né. J'attire votre attention sur un premier problème. Pour les amphibiens, vertébrés, d'accord, tétrapodes, d'accord, non amniotes. Est-ce qu'on peut définir une classe ou un groupe par l'absence d'un caractère? Alors ça, c'est un grand principe.
on ne définit pas par la négation. Si je vous demande de me définir ce qu'est une table et que vous me répondez ce n'est pas un ordinateur, votre réponse est juste, mais elle ne me permet pas de mieux comprendre ce que c'est qu'une table et encore moins de la classifier. Donc on ne définit pas par la négation. Les reptiles vertébrés à sang froid recouverts d'écailles, les oiseaux vertébrés à sang chaud au corps recouvert de plumes, un bec dépourvu de dents, une paire d'ailes et une paire de pattes. Enfin, les mammifères, la caractéristique des mammifères, et c'est l'origine du mot, c'est que les petits sont produits par le lait qui va être synthétisé au niveau des glandes mammaires de la femelle. Donc le groupe des mammifères est défini par l'allaitement. Mais on va trouver d'autres caractéristiques. La plupart ne volent pas, mais il y a une exception, c'est le cas des chauves-souris. Ils possèdent des poils ou de la fourrure, mais ce n'est pas le cas des mammifères marins, dauphins, baleines, c'est-à-dire dans cette classification, les cétacés. Et par contre, ils sont tous pourvus de poumons. Étage suivant, l'ordre. Alors là encore, je vais détailler quelques exemples chez les mammifères où on va trouver les carnivores, donc c'est au niveau de la mâchoire où on va trouver notamment des canines compatibles avec la chasse. Les proboscidiens, ce sont ceux qui ont une trompe, les éléphants. Les artiodactyles qui ont un nombre pair de doigts. Les rongeurs qui vont être caractérisés par une seule paire d'incisives à croissance continue sur chacune des mâchoires. Et enfin, les primates qui vont réunir les singes et l'homme. Donc, d'un point de vue étymologique, primate, ça voulait dire première place. Pour Linné, cet ordre se distinguait par 4 incisives et des canines et comprenait voilà, le genre Homo, donc toute la lignée Homo erectus, Homo sapiens, enfin, c'est des mots que vous connaissez, et les grands singes. Donc, parmi les principales caractéristiques communes aux primates, on a des yeux qui sont frontaux, qui permettent une vision binoculaire. Si vous regardez un cheval, on a les yeux de chaque côté, d'accord. Chez les primates, les yeux sont vraiment sur la face du visage. Et on a des membres à 5 doigts terminés par des ongles pas et pas des griffes, d'accord. On verra que pour certains, mais pas pour tous, il y a la présence d'un pouce opposable. Enfin, la famille. Donc chaque ordre va être divisé en familles, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué et c'est l'une des limites de cette classification. Par exemple, pour le cas des primates, on va avoir 2 sous-ordres, les aplorhiniens et les strepsiniriens. Là où c'est encore plus compliqué, c'est que ce premier sous-ordre va se diviser en 2 superfamilles, alors que le second va lui comporter 7 familles qui vont être distribuées en 3 infra-ordres. On ne va pas aller plus dans le détail, mais c'est pour vous montrer l'extraordinaire complexité de cette classification. On arrive au bout, le genre, c'est l'étape suivante dans la classification de chaque famille. Donc là, on est au dernier étage, juste avant l'espèce. Donc on va avoir le genre, va regrouper des espèces voisines. Par exemple, pour le chêne, on va parler du genre Quercus. Donc ça va toujours s'écrire avec une majuscule et en italique. Et enfin, l'espèce. Alors on va définir comme espèce des individus qui sont interféconds, c'est-à-dire qu'ils sont assez semblables pour se reproduire entre eux. On va rajouter également que le fruit de leur accouplement doit également être fertile. Pourquoi cette précision? Si vous prenez un cheval et une ânesse, vous allez obtenir une mule, mais cette mule est stérile. Donc les chevaux et les ânes restent 2 espèces différentes, le fruit de leur union est stérile. On a obtenu également des tigrons et des ligres, c'est-à-dire des reproductions entre tigres et lions. Là encore, les petits sont stériles. Donc un exemple pour le chêne, voilà 3 espèces différentes, donc on a bien le même nom de genre, Quercus, puis on va avoir 3 noms d'espèces différentes, Rubra, Ilex et Palustris. En résumé, nous, êtres humains, nous sommes donc, si je prends l'ensemble de cette dichotomie, alors déjà nous sommes des êtres vivants, nous appartenons au règne animal, à l'embranchement des chordés, à la classe des mammifères, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés, au genre Homo, et en espèce nous sommes des Homo sapiens sapiens. Nous sommes arrivés au bout. Donc vous voyez que, autre exemple, pour pas ne faire un exemple avec l'homme, si on veut situer une grenouille, je vous laisse regarder le document, mais règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce.
Donc dans la classification classique, les différents taxons, c'est-à-dire les différents étages, sont emboîtés les uns dans les autres. Cette logique de classification par ensemble emboîté, on la retrouvera également dans la classification phylogénétique. Donc là, par exemple, nous avons la classification de l'espèce d'escargot, ce qu'on va appeler dans le langage commun l'escargot de Bourgogne. Son nom scientifique, ça sera Helix pomatia. Et vous voyez, si on le prend dans l'autre sens, donc il fait partie du genre Helix, c'est un escargot, la famille des Hélicidés, l'ordre des pulmonés, la classe des gastéropodes, l'embranchement des mollusques et le règne animal. Alors les critiques de cette classification, donc premier point, vous avez vu que ça s'est rapidement compliqué, des sous-ordres, des sous-embranchements, etc. Deuxième point, et c'est son grand problème, elle ne retrace pas la parenté de l'évolution des espèces. C'est simplement historique, hein, c'est que la notion d'évolution a commencé à apparaître dans le monde scientifique après cette classification. Voilà. Donc cette classification, vu qu'elle est basée sur simplement des observations d'éléments morphologiques, elle va par exemple toujours prendre comme principe que un poisson sera toujours plus proche des poissons que d'une autre espèce. On va voir dans la suite que ce n'est pas toujours vrai. Ceci n'est pas un poisson. Alors pourquoi préciser cela? Je vous ai mis deux photos. À gauche, vous avez un poisson qui s'appelle le sélacanthe. À droite, truite et saumon. Ils ont tous les deux des nageoires, mais ces nageoires vont être extrêmement différentes. Dans le cas des sélacanthes, nous allons avoir une membrane charnue et non rayonnée, ce qui n'est pas le cas chez la truite. Dans la classification, ces espèces, ces trois espèces, sont réunies sous l'appellation poisson. Donc le sélacanthe, il a été découvert aux Comores dans les années 1938. C'est un animal qui est sur Terre depuis environ 350 millions d'années. Alors pourquoi il va nous poser un problème au niveau de la classification des poissons? Voilà une nageoire rayonnée telle qu'on pourrait la trouver sur la truite. Donc on a une pièce basale et on a des rayons dermiques qui vont constituer la nageoire. Si on regarde un peu plus en détail la nageoire charnue donc du sélacanthe, on va retrouver une pièce basale et on voit des os là qui commencent à se séparer. Donc il y a toujours des rayons dermiques, mais on va commencer à voir une pièce, puis une autre qui nous fait penser au cubitus, au radius, tarse, métatarse, phalange, phalangine, phalangette. Donc quand on regarde en détail le squelette du membre du sélacanthe, on voit une similitude avec une espèce qui correspond à donc Ichthyostega, qui est le premier tétrapode animal à quatre pattes. Donc vraiment, le sélacanthe préfigure de l'apparition des premiers vertébrés à quatre pattes que l'on appelle les tétrapodes. Donc, le membre charnu n'est pas présent chez la truite. La sélacanthe et l'homme ont comme caractère commun la présence d'un membre charnu non rayonné. Donc, on peut se poser la question, c'est est-ce que le sélacanthe va être plus proche de l'homme ou de la truite? Voilà. En termes d'ancienne classification, on est en train de parler d'un poisson là quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la classification? On a dans la classification classique, celle de gauche, sélacanthe et truite sont dans un même ensemble. Le poisson, les mammifères sont à côté. Dans la classification phylogénétique et la classification actuelle, on va réunir sous un groupe, dans la même boîte, les mammifères et le sélacanthe, car ils ont comme point commun un attribut dérivé qui va être la présence d'un membre charnu. Donc vous voyez que là, on vient d'éclater le groupe des poissons parce qu'il n'a pas de vérité scientifique d'un point de vue évolutif. Donc classification et évolution, quelques points, hein. Les études évolutives ont montré que certains caractères ont évolué pour se transformer. C'est le cas de la nageoire des poissons qui s'est transformée, comme on l'a dit, en membre marcheur chez les tétrapodes et à terme chez les humains. Donc dans la classification classique, en utilisant le caractère nageoire, on va exclure les humains du groupe, alors que le caractère nageoire va être présent, mais sous forme évoluée, c'est-à-dire sous forme de pattes. Donc en utilisant les caractères les plus visibles, la classification classique ne permet pas d'estimer correctement les degrés de parenté entre les espèces. Donc cette classification, elle peut être utile parce qu'elle est souvent liée aux clés de détermination. Mais il faut vraiment la limiter aux clés de détermination et pas à la classification. Donc en conclusion,
Chaque groupe, quand on parle de classification, doit répondre à une même définition. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut que l'on puisse avoir tous les descendants d'un ancêtre et l'ancêtre lui-même. C'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Donc les espèces qui sont dans une même boîte, dans un même clade, seront toujours plus proches entre elles que d'une espèce qui est située à l'extérieur du clade, c'est-à-dire à l'extérieur de cette boîte. Vous voyez qu'avec cette préoccupation dans la classification, cela ne fonctionne pas avec les poissons, cela ne fonctionne pas avec les reptiles. Pourquoi? Parce que le groupe de reptiles, euh, il ne comprend pas les oiseaux, alors qu'on a prouvé que le plus proche cousin des crocodiles, en fait, ce sont les oiseaux. Pour certains groupes, par contre, là, on va être relativement satisfait parce que dans le cas des mammifères, on va pouvoir conserver ce groupe de classification et dans la classification classique et dans la classification phylogénétique. C'est un groupe qui va être monophylétique, c'est-à-dire que euh, tous les membres de ce groupe vont présenter un caractère dérivé, en l'occurrence pour les mammifères, la présence de mamelles. Donc on va voir ça en détail, c'est un caractère dérivé, c'est un caractère qui est nouveau, qui va résulter de la modification d'un caractère ancestral au cours de l'évolution. Ce caractère est commun à tout un groupe d'espèces et à leur espèce ancestrale. Donc si on reprend l'exemple des mammifères, le caractère dérivé, c'est donc la présence de mamelles qui vont produire du lait pour les petits. Chez tous les mammifères, ce caractère dérivé est présent.